Bonjour Elodie et bienvenue sur le podcast Oser briller, inspirer. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, avec grand plaisir. Bonjour Sabrina. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Euh, Comment tu peux te présenter? Qui est Elodie? Qui est Élodie? J'ai tellement de facettes, je pense comme chacun de nous, c'est pas forcément évident comme ça, comme question. Mais je pense qu'avant tout, ce que je dis, c'est que je suis une maman, parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est finalement ce qui est le plus important pour moi dans la vie. Et c'est aussi ce qui guide mon business, parce que je suis éditrice, et éditrice, alors, donc, principalement jeunesse, mais pas que. Mais c'est vraiment les projets avec les enfants que je m'éclate à faire. Et c'est très important pour moi en fait de leur redonner la parole parce que c'est finalement la population la moins écoutée, la plus opprimée. Donc redonner la parole aux enfants, c'est le but que je me suis fixé, et surtout de les valoriser. C'est extrêmement important. Donc c'est pas juste publier des livres pour les enfants. Je suppose qu'on va développer après, mais voilà, c'est laisser les enfants écrire, faire travailler leur imagination et partager aussi ce qu'ils ont en tête parce que c'est important. Et à côté de ça, je suis aussi salariée, toujours, pour une entreprise de distribution de livres. Donc, on reste dans le domaine de l'édition, mais en tant que développeuse informatique. Et encore une fois, il y a un lien avec ce que je fais avec mon entreprise. Ok, bah d'ailleurs, si tu pouvais résumer ton parcours en une phrase, parce que salariée et éditrice, on se demande bien comment le pont est possible, comment tu arrives à combiner les deux casquettes? Alors, il se trouve que j'ai des conditions de travail, on est vraiment privilégiés. C'est-à-dire que mes patrons ne regardent pas les horaires que je fais. Ce qui compte, c'est qu'on me confie une tâche et elle doit être faite dans un laps de temps donné. Et tant que je respecte ce laps de temps, si je commence à bosser à 6 heures du matin ou à 11 heures, voilà, ils n'en ont rien à faire. Ce qui compte, c'est que le boulot soit fait. Et je suis en télétravail tout le temps. Donc, je peux vraiment organiser mes journées comme je veux. Et c'est ce qui me permet en fait de tout combiner. Surtout que pour ma maison d'édition, bah, j'ai automatisé énormément de choses. C'est tout l'avantage d'être développeuse informatique. Par exemple, la mise en page des livres, elle se fait automatiquement. Voilà, on passe du Ouais. PudoKix au PDF pour l'imprimeur en un clic. Trop bien. Il faudrait que je te recontacte. Trop, trop bien. J'adore. J'adore. Bon, après, il y a les Et pages alors, d'autolecture, il y a d'autres choses à faire quand même. Hein, mais en tout cas, voilà, la mise en page, c'est un truc en moins. C'est ce qui prend plus de ben, on prend, hein, on prend. Enfin, il y a une question qui m'est venue. Tac, 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 tac. C'est pas grave, ça reviendra. Ben, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir cette maison d'édition? Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, c'est bon, j'y vais? temps. C'est grâce à mon mari. On adore les maris qui poussent comme ça, c'est top. En fait, je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste. Donc, ce projet, je l'ai mûri pendant 2 ans. Et tous les jours, j'en parlais. Tous les jours, j'y pensais. Voilà, je faisais des petits schémas de base de données, de l'UX. Je me disais, voilà, mon appli, faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Le parcours client aussi était prêt. J'avais tout prévu dans les moindres détails. Et un beau jour, mon mari m'a dit, non, mais j'en peux plus, en fait. Donc, c'est simple. Je t'ai pris rendez-vous avec un juriste lundi à 10 heures. C'est soit tu montes ta boîte, soit tu ne m'en parles plus jamais. Ah oui, oh là, le coup de pression. Ok, Voilà, j'adore. c'était l'ultimatum, mais c'est parce qu'il me connaît. En fait, je suis perfectionniste, moi je voulais que tout soit fini à 100%, sauf que bah, ce sera jamais complètement fini. Donc Et ce sera c'est jamais bien, complètement parfait. exactement. Donc c'est bien qu'il m'ait forcé à lancer, même si j'ai trouvé ça un petit peu brutal, et puis j'étais là, mais je suis pas prête et tout, mais Ouais, mais on sera jamais prête quand on y réfléchit. Si t'attends que toutes les étoiles soient alignées, d'être 100% prête, bah tu vas jamais. Moi, je dis bravo à ton mari parce que sinon, tu pourrais encore en parler, encore, encore et encore, quoi. Donc, tu as été à ce exactement. rendez-vous Oui. et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es dit, OK, j'y vais vraiment, quoi? Bah, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, créer une entreprise, c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Moi, je m'imaginais déjà qu'il fallait énormément d'argent, que ça me coûterait un investissement délirant. Je pensais que c'était beaucoup de paperasse, de choses compliquées. Et finalement, avec le juriste, je me suis rendu compte que j'avais 300 euros de frais à payer et que ça y est, l'entreprise, il s'occupait de tout pour moi, que tout était créé et que, bah, évidemment, on peut créer pour 1 euro symbolique de capital. Moi, j'ai souhaité mettre un peu plus. Mais vraiment, en fait, c'est simple. Et Donc, en c'est fait, juste ce genre de t'es en choses. train de nous dire que on se fait des tas de films sur les scénarios catastrophes, par exemple, devoir mettre une somme qu'on n'a pas.
Et qu'en fait, quand on passe à l'action et qu'on a les vraies informations, on peut être agréablement surprise. Exactement. Mais tant que tu n'avais pas ce rendez-vous, ben, tu imaginais qu'il fallait mettre une tonne de sous. Et donc, Oui, bravo moi je à ton pensais mari. vraiment qu'il fallait mettre des milliers d'euros pour lancer une entreprise. Et c'est pour ça que je pensais que tout le monde était auto-entrepreneur et non pas en entreprise, parce que ça coûtait des frais, que c'était plus compliqué, alors qu'en fait, pas du tout. Et surtout, ça dépend de la situation de chacun. Moi, j'avais prévu de conserver mon salariat et de lancer ça à côté, parce que j'ai pas envie de changer mon train de vie. Et comme je sais que je vais automatiser énormément de choses, je savais que c'était compatible. Et d'un point de vue de l'imposition, remettre des revenus supplémentaires dans un foyer de deux salariés, en plus cadre, et puis payer 40% d'impôts, voilà, c'était pas avantageux. Alors que passer en entreprise avec l'impôt sur la société à 15%, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis surtout, être imposé sur son bénéfice et non son CA quand on a un produit physique, c'est très important. Mais tout ça, tu n'aurais pas pu le savoir si tu n'avais pas pris ce rendez-vous. Enfin, si, ton mari Exact. n'avait pas pris ce rendez-vous et si tu n'avais pas décidé d'y aller. Non, mais il y a les deux choses, hein, parce que tu aurais pu dire, OK, tu as pris le rendez-vous, mais c'est trop pour moi et j'y vais pas. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis finalement, en plus, il y a beaucoup d'infos que j'avais déjà eues dans mon école d'informatique, parce que j'ai eu des cours justement de création d'entreprise, tout ça. Mais quand on est jeune, ça nous paraît mais tellement à des années-lumière. C'est-à-dire que j'avais quoi? J'avais peut-être 21 ans, on me dit tout ça. Moi, je me dis, ouais, c'est bien, c'est pour les fils d'eux. Voilà, je m'imaginais tout de suite que c'était pour les gens qui venaient de classe aisée, qui montaient leur boîte avec les sous de papa-maman. Et je me suis dit, jamais je ne serais concernée. Donc, les informations que j'ai eues pendant ces cours, je les ai gardées juste le temps de passer les examens, d'avoir mon master. Et après, j'ai tout mis à la poubelle, vraiment en pensant que ça ne me concernerait jamais. Pas pour Mais toi, petit quoi. à petit, ça revient en fait. Et je me dis, ah, mais si j'avais su, en fait, peut-être que j'aurais été un peu plus attentive. Mais voilà, c'est jamais complètement perdu. C'est toujours dans un coin de la tête et il y a toujours des infos qui reviennent. Évidemment, quand on se lance comme ça, j'imagine qu'il y a des peurs qui ont dû surgir. Et quelle Mmh. peur tu as dépassé pour te lancer? Déjà, la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que c'est une chose de s'imaginer que son produit est parfait, c'en est une autre de le confronter à la réalité. Et surtout que comme moi, je travaille donc avec des enfants, notamment sur un projet d'écriture en classe. Le concept, c'est que j'accompagne gratuitement des enseignants dans l'écriture d'un livre avec leurs élèves et à la fin de l'année, on le vend au profit de la coopérative scolaire. Et moi, je touche une petite commission sur la vente des livres. Et pour moi, décevoir un enfant, c'est pas acceptable. Et donc, voilà, je me mettais la pression en me disant, il faut que tout soit parfait, il faut que tout se passe bien, il faut que le projet puisse aller à son terme et que le rendu soit qualitatif, que les enfants soient fiers et que surtout que je n'ai pas trop retouché, il faut que ça leur ressemble. On ne demande pas un livre parfait, là, on demande un souvenir de ce qu'il y avait dans la tête des enfants. Et ouais, franchement, la première année, ça a été chaud, j'étais stressée tous les jours. Et ça fait combien de temps? Parce que tu dis la première année, ça fait combien de temps que tu as lancé la maison d'édition? Alors, officiellement, j'ai créé mon entreprise en octobre 2023. Mais D'accord. honnêtement, voilà, les premiers mois, c'était beaucoup d'administratif, de tâtonner, de voir comment ça se passe. J'ai pas énormément prospecté. J'ai vraiment commencé en avril 2024. Donc là, ça va être mon deuxième bilan cette année. D'accord. Ok, trop bien. Félicitations. Merci. Alors, sur ces débuts, comment était ta vie avant d'avoir cette double casquette pour qu'on puisse voir l'évolution? C'était plus simple parce que moins fatigant, j'avais plus de temps. Quand je dis je suis salariée, je suis à 35 heures en télétravail, donc ça dégage énormément de temps. C'est-à-dire que le matin, j'ai le temps de jouer avec mes enfants, de les préparer sans stress. Le soir, pareil, on a le temps de jouer avant de faire les devoirs, de passer du temps dans le bain, de jouer de la guitare, ils m'écoutent, ils chantent parfois. Alors que là, en ayant monté mon entreprise, j'ai dû accepter que j'avais moins de temps, que le week-end n'est plus entièrement consacré à mes enfants. Il y a des moments où je dois travailler. Et ça a été ça qui a été le plus dur. Mais d'un autre côté, c'est terriblement satisfaisant de voir son CA qui croît, de voir la satisfaction de plein de gamins. Là, c'est pas juste mes enfants que je rends heureuse, c'est vraiment plein d'enfants. Quand ils ont le livre dans les mains, ils ont des étoiles dans les yeux. Il y en a qui me disent ah, mais madame, je suis une star. Enfin, vraiment, la première fois, j'ai failli pleurer d'ailleurs. Je me suis retenue, je me suis dit non, non, si tu laisses la petite larme couler, après tu t'arrêteras. Mais c'est beau en fait, parce que ça leur redonne de la confiance et de l'estime d'eux, donc c'est hyper chouette.
Exactement, et c'est tout le but de ce projet en fait. Et même mes enfants sont fiers de moi parce que bah, forcément, je garde un exemplaire de tous les livres que je publie, je les garde à la maison. Puis ils se disent, ah, c'est maman qui fait tous ces livres, c'est maman qui fait vivre les rêves des enfants. Et même eux, ça nourrit leurs espoirs et ça leur montre que tout est possible parce qu'en fait, on veut ça pour nos enfants. On veut leur dire, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout réaliser, mais si nous-mêmes, on ne le fait pas, si nous-mêmes, on ne se donne pas les moyens et qu'on n'y croit pas pour nous, comment eux, ils pourraient y croire? Donc, en fait, c'est à nous de montrer l'exemple. Et quelque part, c'est ce que je fais. Et oui, c'est pas toujours facile parce que, par exemple, j'ai arrêté l'année dernière une compétition d'Akaito. C'est un sport de combat que font mes enfants. Et c'était un pincement au cœur pour moi de ne pas être là. Mais ils avaient leur papa, il a filmé, et puis on a regardé après. Et puis, ils sont quand même fiers de voir ce que moi j'ai fait pendant ce temps-là, que j'étais avec d'autres enfants, et que voilà, c'était bien quand même. En fait, il y a plein de choses que tu dis. Cette fameuse culpabilité qu'on a de pas forcément tout voir de ce qui se passe de la vie de nos enfants. Et tu as tu as abordé aussi le sujet d'être l'exemple pour ses enfants. Comme tu dis, comment on peut leur dire tout est possible, vous pouvez tout faire de votre vie si ils ne nous voient pas tenter des choses, oser des choses. Donc, je ne peux être que d'accord avec toi sur le fait d'être un exemple pour ses enfants. Et je suis sûre qu'ils t'en voudront pas d'avoir manqué cette séance d'aïkido parce qu'il va y avoir tellement d'autres opportunités pour vous de partager des moments que ils vont pas se souvenir de ça. Oui, oui, c'est vrai. Il faut essayer de relativiser en fait et de se dire mais je suis là à tellement d'autres moments dans la semaine parce que finalement je travaille à domicile tant pour la partie salariée que pour la partie à mon compte. Donc en fait, je suis tout le temps à la maison. Et ça, c'est une vraie chance. Et je me suis demandé si ton entreprise était française, parce que ce truc de pouvoir laisser ses employés euh, être en télétravail, peu importe, tu travailles à 6 heures du matin, à 21 heures, à 3 heures du matin, peu importe, tout ce qu'ils veulent, c'est que le travail soit fait. Et je trouve que c'est très peu dans les entreprises françaises, ça. Oui, c'est absolument unique et c'est pour ça en fait ça fait 9 ans que je travaille pour eux parce que vraiment je sais que l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. C'est, comme je disais au début, c'est vraiment des conditions de travail uniques. Et il faut savoir qu'en fait c'est moi qui ai instauré le télétravail au boulot sans faire exprès. Ça date de quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Et en fait, un beau jour, ben, on cherchait une nounou, hein, comme toute maman enceinte, parce qu'il va falloir reprendre le boulot quand il aura 3 mois. Et j'ai réalisé que j'allais laisser mon enfant chez une autre personne 50 heures par semaine. Parce qu'à l'époque, j'allais tous les jours au bureau sur Paris. Donc, c'est bien une entreprise française, Et le un tout local. petit bébé en plus, hein. C'est pas comme si C'est ton enfant ça, il a 4 ans, c'est qu'il a 3 mois, bah, je crois que c'est même 2 mois et demi, mais il est vraiment tout petit petit. Donc 50 heures par semaine chez une personne que tu ne connais pas, ok. exactement. Et en fait, un beau matin au bureau, je me suis effondrée. Vraiment, j'étais en larmes, j'étais inconsolable. Je me suis dit, mais c'est pas ça la vie que je veux. Enfin, si je fais des enfants, c'est pour les élever moi, c'est pour passer du temps avec. Et ça me semblait insurmontable à ce moment-là. Et il y a mon patron qui m'a vu, qui m'a dit, bah, venez le dire, venez dans mon bureau, on va discuter, je peux pas vous laisser comme ça. Et là, je lui ai tout déballé parce que enfin, il a toujours instauré un climat de confiance et je me suis toujours sentie très libre de parler de ma vie privée avec mon patron. Et quand je lui ai dit tout ça, il me dit, mais c'est pas insurmontable, on va trouver une solution. S'il vous faut du télétravail, eh ben, dites-moi combien de jours de télétravail il vous faut dans la semaine pour pouvoir passer un petit peu plus de temps avec votre enfant. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'est là que bah, j'ai fait mes petits calculs avec mon mari. Et le lendemain, je lui ai dit, bah, il me faudrait 3 jours. Il m'a dit, bah, pas de souci, vous aurez vos 3 jours après avoir accouché. Et comme on n'aime pas faire d'injustice, tous vos collègues ont le droit aussi à 3 jours de télétravail. On l'instaure pour vous et pour tous les gens de l'entreprise. Du moins, on va proposer, sans imposer. Et vraiment, déjà, j'étais choquée. C'est absolument unique comme Non, façon de mais penser. c'est génial parce que là, tout d'un coup, ton patron comprend que ton bien-être enfin, est important pour ton travail. Il faut que Oui, tu sois bien en tant que femme, en tant que maman, pour être une bonne collaboratrice. Parce que si tu penses toujours à complètement. ton enfant et que tu es au bord des larmes la moitié du temps, parce que pour toi c'est insoutenable, tu seras jamais une bonne employée. Tout à fait. Bravo à Tout ce à fait. patron. Mais c'est Bravo. parce que ce patron est un papa. Et pour sa génération, franchement, c'est remarquable. C'est un papa extrêmement investi. Il adore ses filles, il les soutient, il est toujours là pour elles. Et c'est, comme je disais, disons, de nos jours, c'est normal qu'un homme s'investisse autant. Mais c'est un homme d'une autre génération, hein. Il a l'âge de mes parents, donc il a la soixantaine. Et franchement, bravo à lui.
que les patrons qui nous écoutent prennent exemple sur ce patron-là, qui a compris vraiment que le bien-être des employés est essentiel pour l'entreprise, en fait. Ça, c'est la C'est ça. petite parenthèse. Mais, Comment? mais je Vas-y. pense que le connaissant, en plus, il n'a même pas vu le bénéfice pour son entreprise. Il voulait sincèrement mon bien-être parce qu'il place les valeurs familiales au-dessus de celles du travail. C'était vraiment sans intérêt derrière. Et c'est ça, surtout, qui est impressionnant et qui est beau. Mais c'est génial. Donc, juste en communiquant ton mal-être, tu as lancé un mouvement dans l'entreprise où maintenant, enfin, si les gens veulent prendre des jours de télétravail, ils le peuvent. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ça évite C'est les ça. transports sans fin. Ça te permet d'avoir du temps avec ta famille. Donc, très bien. Ouais, on valide ce patron à 100%, à 1000%. C'est ça. Ben, alors, tu de nous dire que tu as un patron qui t'écoute, un travail qui te plaît, mais qu'est-ce qui te manquait pour que tu aies envie de créer cette maison d'édition? Et bien, c'est parce que j'ai été représentante de parents d'élèves. Et quand je suis arrivée en conseil d'école et qu'on m'a dit qu'il y avait 600 euros pour toute l'année pour les achats de matériel en classe, là, les Pour toute l'école ou cahiers, pour une classe? pour toute l'école, D'accord, ok. pour les jeux dans la cour de récréation, pour la sortie de fin d'année. Quand on met bout à bout ce que coûte un car, tout ça, il restait même pas 1 euro par enfant. Je me suis dit, mais quelle sortie on peut faire? Et il y avait un petit groupe de parents qui étaient déjà là avant que j'arrive, qui étaient très motivés. Je les ai rejoints. On a fait des ventes de crêpes, on a fait plein de choses et, pour essayer de lever des fonds pour la coopérative scolaire, sauf que c'est très énergivore, tant pour les parents que pour les enseignants, parce qu'ils venaient nous donner un coup de main souvent. En plus, c'est toujours les mêmes qui s'y collent. C'est-à-dire qu'étrangement, c'est toujours les parents qui ont un boulot qui viennent. Et ceux qui ne font rien, en fait, ne se sentent pas concernés. J'ai l'impression que beaucoup de parents pensent que la maternelle, c'est la garderie. Sauf que c'est pas vrai. Les enfants apprennent énormément. Et c'est important de leur montrer qu'on se sent concerné par ce qu'ils font à l'école, qu'on s'implique dans leur scolarité et ça va les suivre sur toute leur scolarité. On pose la base là, c'est important. Et moi, je me suis dit, mais en fait, on se fatigue autant pour peu de résultats, on n'arrive pas à embarquer les autres parents avec nous, à leur faire comprendre que leur implication compte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Et c'est là que je rebranche toutes mes compétences, l'informatique, l'édition, et le fait que de toute façon, les enfants doivent écrire à l'école. Quand on voit les dernières stats de l'INSEE sur le manque d'intérêt des élèves pour ce qu'ils apprennent en classe, cette perte de sens qu'ils ont, ce mal-être, je me dis, mais en fait, on pourrait lier le tout. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, c'est simple, on leur fait écrire un vrai livre en classe, un vrai livre publié. Comme ça, on pallie à tout. C'est-à-dire le manque d'argent pour la coopérative scolaire avec la vente du livre. On donne du sens à leurs apprentissages. Là, c'est pas juste des dictées, c'est pas juste de la grammaire pour de la grammaire, il y a une finalité. Euh, Forcément, c'est plus motivant quand il y a un vrai Un projet. vrai projet, mais totalement. Un truc Donc voilà, concret, quoi, en fait. exactement. Un truc qui les rend fiers d'eux, parce qu'à la fin de l'année, finalement, les dictées, les devoirs, ça finit à la poubelle, personne ne regarde ça. Alors qu'un vrai livre, alors désolé pour ceux qui sont en audio, vous ne verrez pas, mais j'en ai quelques exemples. Joli, hein. Euh, c'est magnifique tout ce qu'on peut faire. C'est de vrais livres reliés avec de belles finitions. Les gamins sont fiers, les parents sont fiers. C'est absolument génial. Et surtout, c'est quelque chose qui ne va pas demander du temps supplémentaire ni aux parents ni aux enseignants parce que ça se fait sur le temps de classe. Et justement, c'est pour ça qu'il y a mon accompagnement. Je fournis un guide pédagogique avec les séances déjà préétablies. Ils ont juste à le suivre et à intégrer ça dans leur programmation annuelle. Et comme ça, tout se fait en classe et plus personne ne perd de temps et se fatigue le soir, les week-ends. On adore. Le truc a été vraiment pensé pour aider tout le monde et que ce soit bénéfique pour tout le monde, du plus petit enfant qui est à l'école à la maîtresse et aussi aux parents. Tout le monde s'y retrouve, en fait. Exactement. Oui, j'ai des classes de maternelle jusqu'à la première. Je n'ai pas encore eu de terminale, mais c'est vrai que c'est plus compliqué avec le bac. Mais voilà, de maternelle à la première, j'ai des classes qui travaillent avec moi et ils sont tous fiers. Les enfants, comme je disais, ont des étoiles dans les yeux, ils sont tous contents, les parents aussi. C'est génial que de se Ouais. dire qu'on fait du bien autour de soi avec notre business. Et puis, tu sais, hyper palpable, quoi. Il n'y a pas de doute. Enfin, c'est... Et comment tu trouves le courage et l'énergie de faire tout ça tout en étant salarié? On me demande souvent ça et moi, ça me fait rire parce que je me demande comment les gens font pour ne rien faire de leur vie. Moi, c'est la question inverse que je me pose. D'accord. Parce que, faut savoir que je suis neuroatypique.
Donc en fait, j'ai un TSA, ce qu'on appelait anciennement autiste Asperger. Je suis aussi HPI, donc au potentiel intellectuel, et j'ai un TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Ce qui fait que bah, mon cerveau est un peu particulier et que ça part dans tous les sens constamment. Ça ne s'arrête jamais. J'ai toujours des milliers d'idées, des milliers de projets. Heureusement que mon mari est quand même là pour me freiner un petit peu, pour me canaliser, parce que oui, je peux partir vite dans plein de choses et pas forcément trouver le temps de me reposer, d'écouter mon corps. Alors un peu moins maintenant que j'ai la trentaine, parce qu'en vieillissant, on devient plus sage. Mais ouais, pour moi, c'est naturel, c'est comme ça que je suis. J'ai toujours eu plein d'idées, plein de projets et j'ai besoin de faire des choses. J'ai besoin de m'occuper. Pour moi, l'ennui, c'est insupportable. Ok. Ah, tu ne veux pas t'ennuyer, toi. D'accord, ok. Pourtant, l'ennui, c'est bon, mais tu ne veux pas t'ennuyer. Non, tu ne veux pas t'ennuyer, ton cerveau fonctionne tout le temps avec des milliers de projets. Donc, c'est quoi le plus grand défi? C'est de te reposer? Le plus grand défi que tu as eu depuis cette double vie? Non, c'est même pas de me reposer parce que bah, je dors bien. J'ai des nuits terriblement efficaces, plus courtes que la moyenne, mais en fait, j'ai une maladie particulière aussi qui s'appelle l'hypersomnie idiopathique. C'est un peu comme la narcolepsie, sauf que je vais pas m'endormir d'un coup. Je vais me sentir fatiguée, je vais sentir voilà, l'endormissement arriver, mais je pourrais pas lutter. Et depuis que j'ai eu mon diagnostic, donc j'ai un traitement pour pouvoir rester éveillée la journée sans avoir de moment de down. Ce qui est bien, c'est que ce traitement, il canalise mon TDAH aussi, au passage, D'accord. et je fais mes meilleures nuits. C'est-à-dire que je m'allonge en, allez, 5 minutes, même pas, je dors, et je vais dormir peut-être 6h30, 7 heures max, et je suis au taquet le lendemain quand je me Donc, réveille. l'importance du sommeil pour pouvoir tenir et mener toutes tes vies comme il faut, quoi. D'ailleurs, comment tu t'organises entre ta vie personnelle, tes projets, ta vie salariée? Tu nous as dit que tu étais en télétravail, mais j'imagine que c'est pas seulement le fait d'être en télétravail qui te permet de tout mener de front. Bah, comment je m'organise? J'ai un Google Agenda, je note tout dedans. Non, mais c'est vrai que c'est une drôle de question parce qu'en fait, c'est tellement intuitif, c'est tellement. Bah, ça, c'est peut-être le côté TSA qui parle, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de terriblement organisé. C'est comme ça depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire qu'à 4 ans déjà, je préparais toute seule mes vêtements pour le lendemain. Parce que Ok. dans ma tête, tout a besoin d'être millimétré, bien coordonné, sinon c'est pas possible. Et Mais c'est quelque les chose qui te imprévus, rassurait, petite? oui, c'est Ok, quelque chose qui d'accord. m'a Parce que toujours moi, je vois mon petit de 4 ans, préparer ses affaires, c'est pas du tout dans son... Non, pas du tout. Donc, c'est parce que c'est peut-être que ça te rassurait d'avoir, de tout cadrer, le lendemain, tout est prêt. exactement, ça calmait mon anxiété. Et cette D'accord, routine, en fait, ces choses prévisibles, j'en ai besoin pour être bien. d'accord, Pour moi, l'imprévu, c'est quelque chose de particulièrement problématique. d'accord, ok. D'accord. C'est ça en fait, pour toi, cette organisation, ça cadre et ça rassure. Exactement. Et puis Tu finalement, organises pour avoir, le moins de friction possible. c'est ça. Et puis c'est ce qui me permet de tout faire parce que du coup, je sais à quel moment je dois bosser quel projet. Après, je sais quand même faire quelques compromis dans le sens où si à un moment j'ai une idée fulgurante qui me vient, je me dis, bah voilà, je vais déplacer ce petit bloc de travail à ce moment-là parce que là, il faut vraiment que je bosse là-dessus parce que ça me vient tout seul. D'accord. Mais ouais, globalement, mes semaines sont millimétrées, tu vois, même mes séances de sport sont notées dans mon Google Agenda. Je me donne des rendez-vous avec moi-même. On adore, mais c'est pas moi qui vais te dire le contraire, hein. Je suis la reine de l'organisation. Tout est aussi cadré, mais ça n'empêche pas d'être flexible. S'il y a quelque chose qui saute, ça peut se déplacer. Et je sais pas si toi, tu arrives à avoir cette flexibilité. C'est compliqué. C'est C'est compliqué. vrai que, Ok. tu vois, par exemple, si j'ai une pote qui me dit ah, viens, on va se faire un resto entre nanas ce soir-là, machin, si elle ne me prévient pas suffisamment longtemps à l'avance, la réponse ce sera non. Même D'accord. si c'est libre dans mon emploi du temps, parce que bah, mentalement, je ne peux pas, comme ça, passer sur de l'imprévu. Comme je disais, c'est sûrement lié à mon TSA, hein, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. J'ai besoin de me faire à l'idée, j'ai besoin que ce soit prévu. Plus à Puis bah, l'avance. voilà. Mais en même temps, si on te connaît et si tu as communiqué aux gens autour de toi que c'est comme ça que tu fonctionnes, ben on sait que pour faire un resto avec toi, il va falloir le prévoir un peu en avance. Ouais, c'est ça, C'est et juste ça. finalement, ça a pas l'air de déranger mon Mais non. entourage, hein, sinon moi j'aurais pas d'amis ni rien, donc si j'en ai, c'est bien. Non, mais une fois que ça a été dit, mais c'est hyper important ce que tu dis,
j'imagine que tes amis savent comment tu fonctionnes et du coup, ils savent que pour faire un resto, il n'y aura aucun souci si on te prévient suffisamment à l'avance. C'est Exactement. juste communiquer sur ta manière de fonctionner. Tu fonctionnes comme ça. Voilà, et je trouve que c'est important de d'oser le dire parce que Oui. parfois il y a des gens qui se forcent à faire des choses pour faire plaisir et puis après ils le vivent mal et puis du coup il y a de la rancune qui s'installe et c'est pas bon en fait. Donc parfois on devrait oser dire juste je suis désolée, c'est pas contre toi, j'ai pas envie ce soir-là. Et puis voilà. Mais est-ce que c'est pas mieux de pouvoir dire, bah, ce soir, j'ai pas envie, mais on se fait ça une autre fois, plutôt Ouais, que de voilà. forcer à faire le truc, d'être pendant la soirée à attendre que ça s'arrête? Bah Mm. non, vaut mieux passer un bon moment là où tu l'as décidé plutôt que te forcer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais souvent, on a peur de faire de la peine, alors que je crois que si tu dis les choses gentiment, Mm. les personnes en face vont plutôt être reconnaissantes que tu puisses communiquer sur ta manière de fonctionner. Tu dis juste, moi, je fonctionne comme ça, et pour que ça marche entre nous, ben, il suffit que tu me préviennes et ça va le faire. C'est comme si C'est tu ça. donnais ton mode d'emploi, en fait. Exactement. Et ben, si tout le monde respecte le mode d'emploi, tout est cool, quoi. Bah oui. Non, j'aime beaucoup. C'est assez intéressant de voir que toi, ton organisation, c'est quelque chose qui te sécurise, que sur les choses de dernière minute, ça va pas être ta manière de fonctionner, mais tu as une manière de fonctionner dont tu as parlé, et du coup, tout roule. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu t'es dit, j'arrête ces histoires de maison d'édition? Mais oui, mais comme tout le monde dans l'entrepreneuriat, je pense, on a tous des moments de doute, surtout au début, quand on voit qu'on ne fait pas encore de CA, qu'on a du mal à trouver des clients, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment la bonne idée? Surtout quand, comme moi, on a un salaire très confortable de base, de bonnes conditions de travail. Il y a un moment, je me suis dit, mais pourquoi je me fatigue finalement alors que bah, je peux mener la grande vie sans ça? Et puis toujours, je me reviens, mais non, mais c'est ton rêve de faire ces projets, ça te plaît, tu vas pas abandonner. Et puis c'est même mon mari de temps en temps qui m'engueule, qui me dit, non, je te laisserai pas abandonner, c'est-à-dire que ça te tient trop à cœur, c'est trop important pour toi, je vais pas te laisser baisser les bras. Et puis de voir que parfois il croit en moi plus que moi-même, c'est le petit truc qui me rebooste. Et bah, finalement, c'est vrai que bah, c'est comme dans la vie, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis faut arrêter de penser qu'on va rester dans le bas. Je pense que toi, mieux que personne le sait, puisque tu as traversé, finalement, c'est l'état d'esprit qui fait qu'on continue et qu'on surmonte la difficulté. Mais je crois qu'il faut aussi accepter que ça fait partie du game, la vérité. C'est ça. Tout peut pas être rose. Tu veux pas partir de zéro et avoir un CA de X euros en 3 jours. Ça fait partie du jeu. Tu vas lancer des produits qui vont pas du tout marcher. Tu vas les relancer, ça va marcher. Mais ça fait partie du jeu. Et je crois qu'il faut se le dire et se détacher aussi du résultat. Se dire, ah bah, Ouais. c'est comme ça. Il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher. Mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Donc moi, j'entends que ton mari t'aide beaucoup à surmonter ces doutes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'aident à surmonter ça? Bah, le plaisir de la fin des projets, en fait, à chaque fois qu'il y a un enfant qui a un livre dans les mains, donc que ce soit les livres qu'ils ont écrits eux-mêmes, ou même tout simplement les livres d'auteurs, quand sur un salon, l'auteur dédicace le livre à l'enfant, qu'il est tout content, qu'il a pu poser ses questions, enfin, c'est tellement beau ces moments d'échange, de partage, que bah ouais, ça motive à continuer. J'adore. Tu as dit que ça avait commencé en 2023. Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi, cette aventure-là? Ah, mais vraiment, je suis sortie de ma zone de confort. Je me Ok. suis épatée moi-même et je me sens beaucoup mieux dans mes baskets parce que Attends. T'es sorti de ta zone de confort et tu te sens beaucoup mieux dans tes baskets. Faut que tu m'expliques parce que la zone de confort, c'est quand même là où on est bien. Il se passe pas grand-chose, mais c'est là où on est bien, c'est douillet. Alors, faut que tu nous expliques pourquoi, comment, tout. bah, parce que je me suis dit qu'un business, ça se fait pas seul derrière son ordi. Fatalement, il fallait que je sorte de chez moi. Et je suis pas agoraphobe, mais j'avoue, je n'aime pas sortir de chez moi. Mhm. C'est bien chez Vu toi. le métier que je fais de base, je suis bien chez moi, quoi. Par exemple, pendant le Covid, j'ai jamais été aussi heureuse. Ah, Moi, mais je ne suis même pas sortie faire les courses, je suis restée enfermée chez moi, j'étais bien. Je vais passer pour une tarée, mais c'est non, pas on grave. était deux. Alors, on sera deux tarés. Parce que moi aussi, j'ai passé mes meilleurs moments. Ma puce devait avoir 4 ans, je crois, 3 4 ans. On s'est retrouvés avec mon mari, ma fille. C'était trop cool. Donc, si on passe pour les tarés, on sera deux, hein. Super.
Et, mais je me suis dit, voilà, maintenant j'ai monté une entreprise, il faut que je la fasse connaître. Alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, ça marche bien, mais la vraie vie, ça marche aussi. Il y a pas mal de réseaux d'entrepreneurs dans le coin, des soirées networking, qui en plus sont organisées par les communautés de communes, c'est gratuit, on rencontre d'autres entrepreneurs du coin. Et je me suis dit, mais il faut que j'y aille. Et je me suis fait violence parce que je me suis dit, finalement, quand on reste dans sa zone de confort, eh ben, le résultat ne change pas. C'est-à-dire, comment tu peux espérer avoir un résultat différent en faisant les mêmes choses que d'habitude? C'est impossible, c'est de la bêtise de penser que ça peut marcher. C'est la Donc, il folie fallait même. changer quelque chose. Et je me suis dit, bah, c'est comme en sport, finalement. En sport, c'est quand c'est difficile, c'est là que tu progresses. Et ben, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il fallait que je me mette en difficulté pour pouvoir tester plein de choses et voir qu'est-ce qui marche. Et donc, sortir de chez moi, c'était la première étape. Aller à des soirées networking, rencontrer des gens. Petit à petit, je me suis constitué un réseau. Et finalement, quand on rencontre des gens, bah, ils ont tous, tout le monde lit un petit peu, même si c'est pas beaucoup. Ils connaissent des grands lecteurs, ils connaissent des enfants s'ils en ont pas eux-mêmes, du coup des écoles. Et voilà, petit à petit, par le bouche à oreille, c'est ce qui a fait grossir mon entreprise. Et Mais c'est pour moi, aussi. vraiment, c'était pas sympa. Non, mais on entend, t'étais bien chez toi. T'étais bien chez toi. Mais ce que tu dis là, c'est parler de vos projets. Moi, j'arrête pas de le dire. Il faut parler de ce qu'on fait, ne pas garder les trucs secrets, parce que je trouve ça vraiment contre-intuitif en fait. Plus tu vas parler, plus tu vas agrandir ton réseau, et plus le monde va savoir ce que tu fais. Exactement. Et Donc, ça m'amène à un autre point par rapport à mon employeur, qui était super important, c'est que avant de créer mon entreprise, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Parce que je ne me voyais pas faire tout en secret. Du coup, ça m'aurait bloqué, que ce soit sur les réseaux, les afterwork. Je n'aurais pas osé trop parler de ce que je fais parce que s'ils l'apprenaient ou quelque chose. Donc, tout simplement, avant de créer mon entreprise, j'ai été voir mon employeur en lui disant, bon, a priori, il n'y a pas de clause d'exclusivité dans le contrat, mais je pourrais comprendre que ça dérange. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a dit, mais non, Élodie, c'est avec grand plaisir. Montez votre maison d'édition. En plus, on sera content de vous distribuer. Donc, mon employeur est aussi le distributeur de ma maison d'édition. Et voilà, c'est ce qui me permet aussi d'oser en parler parce que bah, les collègues qui me suivent sur Instagram, ils peuvent voir passer mes posts. Bah, c'est pas grave, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, je suis pas gênée. oui, tu dois être hyper à l'aise, quoi. Tu te poses même pas la question de je pose pas. Tout le monde est au courant. Et au contraire, ça permet aussi à tes collègues de voir comment ça évolue. C'est plutôt chouette. C'est plutôt très chouette. Donc, on continue de communiquer le plus possible sur ce qu'on fait parce que bah, c'est un plus, quoi. Pour moi, c'est C'est vraiment ça. un plus. Donc, avec ton parcours là, pour toi, qu'est-ce que tu ferais pareil et qu'est-ce que tu ferais différemment? Si jamais il y a des choses que tu ferais différemment. Non, je crois que je ferais tout pareil en Tout fait. pareil. Ouais, parce que le résultat là me plaît plutôt bien. J'adore, on garde tout. Mais moi, je garde surtout la sortie de zone de confort et ton mari qui a pris rendez-vous pour qu'on passe à autre chose que en parler. Oui, On va parler de ta maison d'édition, je crois qu'il s'appelle Écrivons une histoire. exactement. Euh, c'est quoi la mission de ta maison d'édition? Bah, la mission, c'est de recréer du lien, des liens familiaux, parce qu'on est tous pris en fait dans notre quotidien de courir le boulot, les tâches ménagères, les repas. Toi qui es la spécialiste du batch cooking, tu résous déjà une partie de ce point, mais on prend plus le temps de se poser comme avant autour d'un livre, surtout avec les plus grands. Quand ils sont tout petits, l'histoire du soir, c'est important. Et puis petit à petit, quand ils apprennent à lire par eux-mêmes, ça se perd. Et moi, je trouve que c'est important. La lecture, c'est pas juste un truc qu'on fait chacun dans son coin pour la Solo, quoi. culture. C'est ouais, c'est un moment de partage, c'est le moment de renforcer les liens au sein des membres de la famille. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de véhiculer avec écrire une histoire. Et c'est pour ça que même si j'ai commencé avec le livre jeunesse, je commence de plus en plus à faire des livres pour les plus grands aussi, parce que je veux que tout le monde puisse montrer l'exemple, tout le monde puisse partager des histoires ensemble et des moments de lecture en famille. Moi, je trouve que c'est les meilleurs moments de la journée. C'est rigolo que tu dises ça. Sur le côté liens familiaux, j'étais en train de réfléchir à nous. À la maison, tout le monde lit. Mon mari, moi, ma grande de 9 ans et mon petit de 4 ans et demi qui sait pas encore lire. Il est dans le mimétisme. Il voit sa sœur se Mm. poser avec un livre, donc il va se poser avec un livre. Mais c'est vrai que c'est... Alors, on se retrouve dans mon lit beaucoup, tous les trois, à lire, mais c'est pas forcément un moment familial, sauf quand on écoute des histoires.
parce qu'on a ils s'appellent Merlin, bref. Mhm. Je sais pas comment on appelle ça. C'est une conteuse. Oui, une conteuse, voilà, on a une conteuse. Et là, on va se retrouver en famille à écouter l'histoire. Et après, je vais en reparler avec le petit pour qu'il ait plus de vocabulaire, pour qu'on puisse parler dessus. Mais c'est vrai que la lecture en soi, papier, c'est des moments solo, je crois. Mais en tout cas, tout le monde dit, et c'est déjà très bien. Oui, c'est déjà très bien, c'est complètement OK. C'est juste que moi, j'aime bien échanger, justement, partager avec les enfants. Comme tu dis, ce travail de vocabulaire, de qu'est-ce que tu as compris, tu penses qu'il se passe quoi après, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec mes enfants à travers la lecture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un podcast aussi, pareil, qui s'appelle Écrivant une histoire. Et le concept, c'est que je démarre une histoire et je demande aux enfants d'inventer la suite. Et là, c'est Ok. toujours très drôle. Je diffuse toute leur participation. Il y a des choses bien farfelues. Et puis pour moi, c'est un bel exercice d'écriture parce que je garde vraiment toutes leurs propositions. Je mets tout ça bout à bout pour écrire la suite de l'histoire. Donc en fait, on l'écrit ensemble. Et à la fin, on publie un vrai livre avec leur prénom sur la couverture. Et je leur offre pour leur première participation. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de valoriser ce qu'ils ont fait. C'est de les rendre fiers d'eux et de se rendre compte qu'ils sont capables d'accomplir de grandes choses, en fait. Donc, je mettrai le lien de ton podcast dans la description parce que je trouve ça génial. Et je ne l'ai pas encore fait avec mes enfants, mais on viendra participer. On viendra. Ils viendront participer pour donner la suite de l'histoire parce qu'ils ont une imagination débordante. En ce moment, ça risque de parler de Japon parce que mon fils est sur le Japon à fond. Il adore les trains. Bref, on viendra faire un tour sur le podcast. Ah, bah, avec grand Pour plaisir. toi, qu'est-ce qui différencie ta maison d'édition des autres maisons d'édition? Je pense que c'est l'intention que je mets derrière à vraiment toucher les enfants, essayer de tous les représenter et surtout de leur donner une voix. C'est pas juste faire des livres pour les enfants, c'est faire des livres avec les enfants. Je veux que leur voix soit entendue. Et ça, c'est ce que les autres maisons d'édition ne font pas. D'ailleurs, bah, mon podcast, c'est le seul à faire participer les enfants. Je suis la seule aussi à faire écrire des livres aux enfants en classe. Ça montre bien que les autres, en fait, ils ont encore pas tous, hein, évidemment, là je généralise, mais il y a trop l'aspect commercial de faire des livres qui se vendent, des livres qui vont plaire aux enfants, certes, mais ça s'arrête là. Moi, je veux pas que ça plaise juste aux enfants, je veux que ça leur fasse vivre des choses, que ça leur fasse comprendre des choses, qu'ils aient envie de participer, que ça réveille quelque chose en eux et qu'ils se disent, OK, on est entendu, on est important. Mais c'est hyper important plus globalement ce que tu dis, euh, qu'un enfant se dise je suis entendu. Et c'est pas toujours le cas parce que souvent on se dit ouais, ce sont des enfants, on prend pas forcément enfin nos générations peut-être plus, mais ma génération on prend pas le temps d'écouter les enfants. Enfin, on n'a pas comment on dit, le droit à la parole quoi. Et là tout d'un coup tu redonnes cette place à l'enfant où ce qu'il dit est important, ce qu'il est important. Donc c'est totalement génial. Mais pour moi, ça coule juste de source parce que les enfants, en fait, ce sont l'avenir, ce sont les citoyens de demain. Et on le voit bien, une société où tout le monde a des problèmes d'anxiété, de confiance en soi, enfin, ça ne peut pas marcher. Il faut des gens épanouis, il faut des gens avec l'esprit ouvert, il faut des gens justement qui ont cette pensée disruptive pour pouvoir régler les soucis qu'on traverse. Et pour ça, eh ben, il faut tout simplement instruire les enfants, il faut faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils soient épanouis parce que c'est eux qui ont cette capacité à changer le monde, c'est pas nous. Je dis pas que c'est trop tard, mais C'est bon, nous, plus on a nous, ouais. déjà été formatés, en fait, comme tu dis. On nous a appris, bah non, tu parles pas à table, c'est les grands qui parlent, ou non, t'interromps pas les grandes personnes, tais-toi, tu dis n'importe quoi, ce que tu dis, c'est pas intéressant. Enfin, on nous a dit plein de choses comme ça. Et évidemment, on va faire un travail sur nous, et je pense que tous les parents de nos générations devraient faire un travail sur eux pour pouvoir ne pas transmettre ces traumas à leurs enfants. Mais voilà, les enfants, c'est l'avenir. On doit les chouchouter si on veut que la Terre ait un bel avenir. On devrait s'arrêter là-dessus, mais j'ai encore des questions. Alors, tu as dit que tu travaillais avec les enfants pour qu'ils soient entendus, mais tu as aussi dit que tu voulais ouvrir ou que tu avais ouvert. Quel genre d'auteur tu as envie de mettre en lumière, toi? Alors, moi, je ne m'attache pas à la célébrité des auteurs déjà, Ok. alors que les grosses maisons d'édition, c'est ça de nos jours, c'est-à-dire qu'ils publient des choses qui ne sont pas forcément qualitatives, mais comme c'est un Instagrammeur qui a, je sais pas, moi, 200 000 abonnés, eh ben, on va le publier parce que ça va se vendre, parce que c'est bien, ça fait de la com facile. Non, moi, mon but, c'est que, on transmette des valeurs. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Par exemple, le premier livre que j'ai publié au sein de ma maison d'édition s'appelle Tinamou et les auxiliaires de jardin. Et en fait, ça parle d'écologie, mais adaptée aux tout petits.
C'est-à-dire que c'est l'aventure d'un petit mulot qui s'appelle Boris, qui en fait va créer un élan de solidarité auprès de tous les petits auxiliaires du jardin, donc les petits insectes qui sont utiles, les petits mammifères, pour aider le maraîcher, Tinamou, parce qu'en fait, il y a une invasion de pyrides, ce sont des petites chenilles qui viennent bouffer les choux, et en fait, il y a juste eu un déséquilibre. Ce qu'on apprend aux enfants, c'est qu'il n'y a pas les grands méchants et les grands gentils, que c'est juste qu'il faut que tout soit juste, équilibré, raisonnable, et que quand tout le monde s'y met, quand tout le monde pense aux autres, et ben, tout roule en fait. Et donc, à travers cette histoire, on ne parle pas que d'écologie, on parle de solidarité, voilà, on aborde plein de thèmes. Il se trouve que la personne qui l'a écrite est enseignante spécialisée, elle s'appelle Stella Fonvieille. Donc en plus, elle a l'habitude de s'adresser à de jeunes enfants. C'est pour ça que son texte est terriblement bien fait. Les illustrations, elles ont été faites par Edwige Denax, qui est potière, elle est aussi maraîchère. Et il se trouve qu'elle a été aussi au contact des enfants en étant à SEM. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est fait pour eux, qui est pensé pour eux. Il est magnifique. Et voilà, comme je te disais, moi, tous les livres que je publie ont toujours de belles valeurs, que ce soit l'écologie, la solidarité, la santé, puis redorer vraiment la place de l'enfant au sein de la société. C'est tellement important. Oui, je bois tes paroles et j'en oublie mes questions. Désolée, je te Non, non, perturbe. pas du tout, pas du tout. C'est très, très intéressant. Alors, maintenant que tu es dans le monde de l'édition, comment tu vois l'avenir du monde du livre et quelle place toi tu veux y prendre? Tu as déjà commencé à répondre. Alors, moi déjà, c'est pas l'aspect économique le plus important. Comme je le disais, c'est l'intention, c'est le cœur que j'y mets. Et même au niveau des impressions, je fais de l'impression à la demande avec des petits tirages parce que quand on entend le nombre de livres qui sont pilonnés chaque année, mais c'est catastrophique hein, d'un point de vue écologique. Et je trouve que ça n'a pas de sens de se dire on va imprimer des millions de livres parce que ça va coûter moins cher à l'unité. Et on en arrive à un point où quand ça se vend plus, c'est moins cher de les détruire que de les stocker. Et pour moi, ça, c'est pas acceptable, Ça n'a c'est pas un de non-sens. sens. Ouais. Voilà, c'est juste pas possible. Et donc, bah, dans tout ce que je fais, tout est conçu pour être durable. Mais sans prise de tête. Moi, je suis pas pour l'écologie punitive, les trucs vachement extrémistes, hein, mais juste, il faut que les choses aient du sens. Il faut que ce soit pensé. Et effectivement, maintenant, on a ces fameuses impressions à la demande. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Parce que ça reste plus cher que l'impression en masse conventionnelle. Ouais. Quand tu Et imprimes un livre à la demande, surtout en jeunesse, quand c'est un livre relié, tes frais d'impression, ça va représenter entre 30 et 40% du prix du livre. Alors que si tu l'imprimes en masse, tu tombes à 20%. oui, si à Donc la ils se fin, en disent fait, juste que leur tu le marge, elle est détruis. plus importante, quoi. Ouais. Mais même en les détruisant, même comme ça, ils y gagnent. Et Donc c'est du pour coup, ça que, voilà. que le monde de l'édition est encore comme ça. Mais à notre niveau, on peut ne pas participer à ça et dire que, OK, ça va coûter un peu plus cher, mais on préfère ne pas imprimer des stocks qui vont juste traîner dans des coins pour après être détruits. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Plus globalement, si tu devais donner un conseil à une femme qui a envie de se lancer, mais qui n'ose pas, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais qu'elle a rien à perdre à essayer, en fait. Parce que quand on n'essaie pas, on a des regrets, on dit et si? Sauf qu'avec des si, on referait le monde. Alors que quand on essaye et qu'on se plante, ben on se dit quoi? Ben, j'ai essayé, je ferai mieux la prochaine fois. Et l'échec fait partie du processus. En fait, les gens qui ont réussi dans le monde, je pense qu'ils ne parlent pas assez de leurs échecs. Il n'y a personne qui est devenu milliardaire sans avoir connu des échecs. C'est impossible. Ou alors, ils se comptent sur les doigts de la main, peut-être, hein. Mais Non, moi je pense que ça fait vraiment partie du processus en fait. Et c'est ça, qu'il y a qu'en te lançant que tu peux savoir si ça marche ou pas. Tant c'est que ça. t'es pas lancé, ben tu restes dans ta tête avec tes fabuleuses idées, mais tu sais jamais si ça va prendre ou pas. Voilà, et puis finalement, est-ce qu'un échec l'est vraiment si on rebondit, si on s'adapte, on se dit, bah, finalement, en fait, il manquait ça, ça, ça. Bah, non, finalement, C'est de le vrai échec, c'est de ne l'apprentissage. jamais essayer. Ouais, c'est de C'est de baisser les l'apprentissage en bras. fait. Mm. Qu'est-ce que tu veux que les femmes retiennent après notre épisode? Qu'est-ce qu'elles veulent dire de toi, de ton histoire, ou plus globalement? Bah, de pas s'arrêter à leurs croyances limitantes de ah bah non, je peux pas parce que je viens pas d'une famille riche, ah non, je peux pas parce que j'ai des enfants, j'ai un boulot, ah non, je peux pas, j'ai pas le temps. En fait, non, c'est pas vrai.
parce que une fois qu'on est engagé, de toute façon, on fera tout pour. Il faut juste oser se lancer et Ouais. après, on aura envie de bien faire, de ne pas décevoir et donc on va tout faire pour y arriver. Et je crois que c'est le premier pas le plus difficile. Oui, La vérité, c'est tant que tu es dans ta tête et qu'il se passe rien, enfin, que tu ne fais rien, c'est des scénarios catastrophes, mais c'est le premier pas. Et quand tu fais ce premier pas, finalement, tu te rends compte que bon, ben, ça va, et ça va te donner l'élan pour faire un deuxième pas, mais il faut vraiment faire le premier pas. exactement. Alors, le podcast s'appelle Oser, briller, inspirer. Qu'est-ce que ces trois mots évoquent pour toi? Alors, oser, ben, on a parlé tout du long, hein, c'est qu'il faut se lancer, il faut oser Ouais. aller dans le grand, même si ça fait peur. En fait, il faut se dire, Surtout si ça fait peur, je dirais même. voilà, c'est ça, ça me fait peur, j'ai mal au ventre, je me sens pas, mais je le fais quand même parce que je vais apprendre quelque chose. Ensuite, briller, c'est croire en soi, en fait, c'est arrêter de douter, ou enfin de faire malgré le doute et de se dire que on perd rien à essayer, que c'est important de rester nous-mêmes, surtout voilà, de ne pas essayer de plaire aux autres, juste d'être soi-même, et puis les gens qui se reconnaissent en nous, de toute façon, nous suivront, et puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Si ça ne plaît pas à certains, bah, ils passeront le chemin, et puis il n'y a pas mort d'homme, en fait. Voilà, ça c'est la partie briller, et puis inspirer. Je sais pas, je pense que peut-être que, par exemple, moi, je suis considérée comme une personne qui a des handicaps, de par mon TSA, mon TDAH, tout ça. D'ailleurs, j'ai une RQTH, hein, j'ai une reconnaissance de travailleuse Une handicapée. quoi? Pardon, Mais j'ai pas compris. Une? RQTH, c'est une reconnaissance de travailleur handicapé. D'accord, d'accord. Donc, par exemple, j'ai le droit à des aménagements de poste, à des choses, mais concrètement, je ne m'en suis jamais servie. J'en ai même jamais parlé à mon employeur, mais parce que il y a handicapé sur le papier et il y a le fait de se sentir handicapé dans le sens s'imposer des limites. Moi, je ne me sens pas handicapée. Au contraire, je pense que ma différence est une force. Je ne pense pas comme tout le monde. Autrefois, c'était une souffrance quand j'étais enfant parce que c'est pas facile. Quand on est enfant, on ne comprend pas tout ça, surtout nos générations où on ne nous expliquait pas. Moi, j'ai été diagnostiquée à 27 ans, et quand on se sentait différent, vraiment, on se disait, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et c'était une souffrance. Mais maintenant, j'ai compris que, bah non, en fait, un monde tout standardisé où on est tous pareils, ça donne rien de bon. Et les Je grandes vois. idées, elles viennent justement de la nouveauté, de penser différemment. Et bah, c'est peut-être là le petit côté inspirant. Bah, je suis pas comme tout le monde. Il y en a certains qui pourraient penser que bah, je suis autiste, je suis handicapée, et en fait, bah non, c'est ma force, je ne pense pas comme tout le monde et je vais montrer que on peut y arriver quand même. Et surtout, tu as décidé de refuser cette case de handicapé. Tu aurais pu te dire, Exactement, tu as dit non, je suis pas handicapé du tout, mes différences sont une force et je resterai pas dans cette case-là. exactement. Donc, il faut aussi se donner les moyens de pas rester dans la case qu'on nous impose. Oui, c'est ça, il faut savoir sortir des sentiers battus. C'est pas Ouais. parce que 99% des gens prennent un chemin que c'est le meilleur chemin pour nous. J'adore, je suis trop fan. On n'a pas préparé cette interview du tout et je suis trop trop fan. C'est quoi la prochaine et grande étape pour toi? La prochaine et grande étape, bah, continuer de croître en fait, parce que j'ai commencé au début juste avec les classes de l'école de mes enfants et une école voisine. Par le bouche à oreille, j'ai eu 22 classes l'année dernière, et cette année, je m'étais fixé comme objectif d'en avoir 50. Honnêtement, je n'y croyais pas, mais absolument pas. Et ben non seulement je l'ai atteint cet objectif, mais j'ai même une liste d'attente. Attention, donc maintenant, si on veut travailler avec toi, c'est liste d'attente. Donc, ceux qui vont écouter l'épisode, que vous soyez des mamans ou des maîtresses, qui peut te contacter d'ailleurs? Est-ce que moi, je peux te dire, j'aimerais que mon fils fasse ça à l'école, je te donne le contact du directeur, comment ça se passe? Mais en fait, j'ai une petite brochure en ligne que je transmets aux parents, et comme ça, vous pouvez le retransmettre après à l'école de vos enfants pour qu'ils découvrent les projets que je fais. Voilà, Ok, trop bien. Donc, tout moi, simplement. personnellement, je viendrai te demander la petite brochure parce que je trouve ça vraiment, c'est chouette comme projet, c'est vraiment chouette et remettre les enfants au cœur genre de leur destin, faut quand même pas exagérer, mais au cœur de leur quotidien et comme tu dis, c'est pas de la grammaire pour de la grammaire, c'est voilà ce qu'on en fait et ça devient très concret et je pense que pour un enfant, ça peut être tellement valorisant. Donc moi, je viendrai te voir et je pense qu'après cet épisode, d'autres viendront s'inscrire sur la liste d'attente hein, parce que on n'a pas le choix. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Alors, le podcast, vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, hein, Deezer, Spotify, Apple Il a le même Podcast, il nom est partout. que...
Oui, écrivant une histoire. C'est le même nom absolument partout. C'est le nom de ma marque, c'est le nom de ma maison d'édition, c'est le nom du podcast. J'ai fait simple parce que finalement, quel que soit le type de projet que je fais, on écrit des histoires ensemble. Donc je trouvais qu'écrivant une histoire, c'était suffisamment parlant. Et après, je suis très active sur Instagram et avec le cross-postage sur Facebook aussi. Et voilà. En tout cas, vous retrouverez toutes les informations en description de l'épisode. Merci beaucoup, Elodie. C'était super, j'ai adoré. Bah oui, moi aussi, c'est vrai que c'était très sympa. Merci de m'avoir invité, Sabrina. Avec plaisir. Et à très bientôt bah, sur nos réseaux. Et on a fini. Merci beaucoup.